Please be seated. Pouvez-vous s'asseoir. So I see Mr. Le président, Maître Bourgon, vous êtes debout. Maître Bourgon, vous avez la parole. Maître Bourgon, merci. Deux membres, Madame Daria Marchetti et Yasmine Sentissi, ont rejoint l'équipe de la défense. Je voulais le signaler. Et du côté de l'accusation, Madame Sanson, Madame Bensouda n'est plus dans la salle d'audience. Je voulais le faire noter au compte-rendu. Pendant la première session, nous avons entendu deux parties initiales des déclarations de clôture de l'accusation présentées par Madame Bensouda et Madame Sanson. J'ai maintenant Madame Rabani dans ma liste. Madame Rabani, vous avez la parole. Madame Rabani, merci et bonjour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je vais aborder les crimes commis par les troupes de l'UPC au cours de la deuxième attaque. Je vais commencer par une présentation générale du déroulement des crimes commis par les troupes de Ntaganda au cours de cette attaque dans la collectivité de Walendu Jatsi en février 2003. Je vais me concentrer sur les charges de viol et de réduction en esclavage sexuel et répondre à la question de la Chambre sur ce sujet. J'aborderai les arguments de la défense en ce qui concerne la fiabilité des témoins de l'accusation pour la deuxième attaque et conclurai avec les éléments de preuve présentés pour prouver que les troupes de l'UPC ont commis des meurtres de masse à Kobu. Shikanamukono, qui signifie en swahili « attrapez-les à main nue ». C'est ce que les soldats de l'UPC criaient au moment où ils attrapaient des civils en fuite. Ces mots ont laissé une impression si vive sur la population que celle-ci continue à parler de la deuxième étape comme étant l'attaque Shikanamukono. Le témoin privilégié militaire P963 a déclaré que l'ordre d'attraper à main nue avait été donné lors de la deuxième attaque et plusieurs témoins ont confirmé qu'ils l'avaient bien entendu alors qu'ils étaient poursuivis par les troupes de l'UPC dans la forêt. Bosco Ntaganda lui-même a déclaré que ce cri visait à effrayer l'ennemi et à capturer des gens sans utiliser de balles. Ceci révèle également que les soldats de l'UPC visaient des civils non armés parce que, Madame, Monsieur le juge, on n'attrape pas des combattants armés à main nue. Le procureur a présenté 13 charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour cette attaque. Ces crimes très larges sont démontrés par une preuve solide qui prouve, au-delà de tout doute raisonnable, que l'UPC a bien commis les crimes tels qu'ils figurent dans les charges et que Bosco Ntaganda est responsable de ces crimes. L'accusé n'était peut-être pas présent physiquement dans les troupes qui ont attaqué Walendu Jatsi. Il est malgré tout responsable de ces crimes parce qu'ils ont été commis en application du plan de l'UPC pour évincer les Lindous, parce qu'ils ont été commis par ses troupes pendant une attaque que lui-même avait planifiée, parce qu'il avait donné les ordres opérationnels, parce qu'il a reçu et envoyé des rapports sur la situation, parce qu'il en était informé de ces crimes. Mes collègues, Madame Looping et Monsieur Iverson, en diront davantage sur les modes de responsabilité tout à l'heure. 21 crimes, 21 témoins directs de crimes et 6 soldats anciennement de l'UPC ont fourni des éléments d'épreuve en ce qui concerne les crimes commis par les troupes de l'UPC pendant cette attaque. 3 psychothérapeutes
et des experts médicaux P938, P939, P975 ont interrogé 5 des témoins qui ont subi des dommages psychologiques et physiques graves. Et ils ont totalement corroboré les récits des témoins lorsque cela a été possible pour arriver à une conclusion. Outre les éléments documentaires, une preuve médico-légale résultant d'exhumation a été présentée par 5 témoins experts. L'expert P810 a déposé en ce qui concerne la destruction de biens visibles sur des images satellites de plusieurs endroits de la collectivité de Walendu Jatsi. Monsieur le Président, les éléments de preuve de l'accusation au sujet de la deuxième attaque est diverse, mais dépeint toujours le même tableau. Une campagne de grande échelle de crimes dirigée par l'UPC contre la population civile pour obtenir le contrôle de cette zone à prédominance Lendu. Sur vos écrans, vous devriez pouvoir apercevoir maintenant une carte Cette carte représente les visages les plus importants de la collectivité de Walendu Jatsi qui ont été attaqués par les troupes. Vous avez à gauche Mongwalu et en bas à droite Bunia. En jaune, vous avez les deux routes reliant les deux villes. Deux villes qui étaient à cette époque-là sous le contrôle de l'UPC. Avec cette attaque, l'UPC visait à contrôler la route liant Bunia à Mongwalu en passant par Kobo. Cependant, l'attaque de l'UPC visait également à expulser les civils, comme cela est confirmé par des témoins privilégiés militaires P17 et P963. Le schéma qui se dégage de l'attaque sur Walendu Jatsi prouve que les crimes faisaient partie intégrante de l'attaque et que les civils étaient la cible constante. Les soldats de l'UPC ont commis ces crimes de manière continue et répétée dans les villages à mesure que l'attaque se déroulait. Pour la deuxième attaque, les dirigeants de l'UPC ont déployé les mêmes troupes que celles qui avaient commis les crimes pendant la première attaque. L'ordre de charger et de piller délivré par Bosco Ntaganda à Mabanga a été réitéré par le commandant Mulenda pour la deuxième attaque. En conséquence, le modus operandi criminel de l'UPC s'est répété à Walendu Jatsi, comme on l'avait constaté à la première attaque. Un témoin privilégié militaire de l'UPC, P963, a expliqué, et je cite, « C'était la même opération, Piganakuchaji. Nous combattions les Lindous. Les ordres étaient clairs. Abattez tout le monde. » Vous avez entendu des témoins privilégiés de l'UPC expliquer comment leur commandant leur ordonnait de déplacer les Lindous, de tirer sur les civils qui fuyaient et de réduire en cendres des villages entiers. D'abord, les troupes de l'UPC ont attaqué Libri, Kobu et Bambou le 18 février 2003 ou aux alentours de cette date. Ces attaques ont généré un déplacement massif de population. La population n'avait pas d'autre choix que de fuir ou d'être tuée. P790 a déclaré à la Cour comment il avait vu ses enfants abattus devant ses yeux par les troupes de l'UPC
commettant l'attaque. Vous avez entendu P863 et son récit de sa fuite désespérée dans la brousse avec sa femme enceinte et ses petits-enfants. Il a ensuite décrit la manière dont des personnes déplacées autour d'eux mouraient dans la brousse à cause des conditions de vie terribles. Ils étaient malades, privés d'abri et de nourriture. Des agences des Nations Unies ont estimé que 60 000 personnes avaient été déplacées pendant cette deuxième attaque. Les éléments de preuve montrent que les attaques menées contre des civils ont eu lieu dans 20 villages de Walanduditsi ou autour de ces villages. Lorsque les troupes de l'UPC s'installaient dans les principaux villages, ils continuaient à attaquer les civils. Ils se livraient à des pillages de grande échelle, ils incendiaient les maisons des civils, ils attaquaient des bâtiments protégés par le droit humanitaire international. Vous avez entendu des témoins décrire de quelle manière les troupes de l'UPC avaient attaqué et pillé l'hôpital de Bambou. Les soldats de l'UPC ont même massacré les patients qui n'avaient pas pu fuir l'attaque à l'hôpital. L'UPC avait établi de véritables systèmes de pillage. Ils capturaient des civils et les utilisaient comme porteurs des biens pillés. Ils ont utilisé P18, P113, P19, P39 comme porteurs des biens pillés. Certains étaient contraints de ramener du butin à Bunia, lorsque les troupes se sont retirées à cet endroit. Vous avez entendu le témoin privilégié de haut rang, P55, déclarer que de tels crimes visaient à éviter une réinstallation des habitants non émas de la région. Lorsque P790 a pu revenir chez lui, il a déclaré, et je cite, « Ils n'avaient rien laissé derrière eux qui aurait pu nous permettre de nous réinstaller dans notre maison. » Je ferme la citation. En pillant les matelas, les toits, les récoltes, l'équipement militaire, en incendiant les maisons, détruisant les hôpitaux, les écoles, les orphelinats, l'UPC privait dans les faits la population de toute structure de soutien social et de moyens de survie. Lorsque l'officier de haut rang de l'ONU, P317, décrit l'endroit où elle a mené une enquête à Walandudjatsi après l'attaque de l'UPC, elle a déclaré, et je cite, « C'était une des situations les pires que j'ai pu voir pendant toutes ces années au Congo. » Fin de citation. Les troupes de l'UPC chassaient et encerclaient la population déplacée dans la forêt, la pourchassaient. P300 a décrit le mouvement des troupes de l'UPC vers les civils déplacés dans le centre du triangle situé entre Lipri, Bambou et Kobu. Il dit, et je cite, que les troupes fermaient le cercle. Fin de citation sur, et je cite de nouveau, la population asphyxiée. Les troupes de l'UPC ou bien tuaient ces personnes déplacées sur place ou les capturaient pour les utiliser comme porteurs de leur butin de guerre. Le soldat P963, témoin privilégié, a confirmé que pendant les opérations de ratissage, je le cite, les personnes qui étaient trouvées étaient ou tuées ou capturées. Je finis la citation. Les soldats réduisaient en esclavage sexuel certaines des personnes qu'ils avaient kidnappées en les frappant, en les violant à volonté et les exploitaient encore, les faisant travailler sous garde armée. Vous avez entendu le témoin P18 décrire comment elle a été forcée
hors de son village par l'attaque de l'UPC. Comment elle a été déplacée dans la brousse, fuyant avec son bébé sur le dos. Les soldats de l'UPC l'ont capturée et l'ont obligée à transporter des biens pillés pour eux. À l'endroit où elle était détenue, elle a vu des soldats de l'UPC violer en réunion d'autres femmes sévèrement battues. Certaines ont été finalement exécutées. Un soldat l'a attrapée et l'a violée et ensuite lui a tiré dessus à bout portant lorsqu'elle a résisté. Son bébé était toujours présent près d'elle. Monsieur le Président, les victimes de cette attaque qui ont déposé pour l'accusation ont toutes souffert ou assisté à des crimes multiples de l'UPC. Ceci montre l'intention de persécution vis-à-vis des civils non émats. P18 et P19, par exemple, ont été des victimes directes d'attaques commises contre des civils, de persécutions, déplacements, viols, réduction en esclavage sexuel et tentatives de meurtre. P100 a subi et a fourni des éléments de preuve des attaques contre des civils, une destruction des biens, meurtres, déplacement de population et pillage. P863 a déposé au sujet des meurtres commis par l'UPC, de l'attaque contre un objet protégé, du déplacement de la population, d'attaques contre des civils, de la persécution et du pillage. Et, Madame, Monsieur le juge, je pourrais poursuivre. Ceci révèle le caractère systématique des crimes et la nature civile de cette attaque. J'en arrive maintenant aux charges de viol et de réduction en esclavage sexuel. Je vais d'abord répondre à une question que nous avons reçue de la Chambre. Je vais lire cette question pour le procès verbal. Le mémoire de clôture de l'accusation contient un passage qui traite du viol et de l'esclavage, de la réduction en esclavage sexuel qui aurait eu lieu pendant l'attaque Walandou Jatsi, deuxième attaque, paragraphe 568-586. Ce passage fait référence à la déposition de plusieurs témoins et cite plusieurs endroits, personnes et actes. Quels sont les exemples précis où les personnes qui, selon l'accusation, ont fait l'objet d'une réduction en esclavage sexuel? C'était la question. Fin de citation. Pour répondre à votre question, l'accusation fait valoir que P18, 19 et 113 sont des victimes directes de la réduction en esclavage sexuel commise par les troupes de l'UPC telle qu'elle est décrite au paragraphe 574, 76, 78 du mémoire en clôture. Les soldats armés de l'UPC les ont privés de leur liberté pendant une attaque militaire. Ils s'en sont saisis, les ont placés en détention, les ont empêchés de partir, ont abattu 2 d'entre eux qui avaient essayé de s'enfuir et qui avaient résisté au viol. L'UPC a utilisé la force et la menace en parlant des victimes comme étant non humains et comme étant des animaux sauvages inutiles, fin de citation, comme l'a déclaré P19. Les auteurs étaient en contrôle total de leurs victimes. Ils pouvaient les transférer dans différents endroits, les utiliser pour des tâches domestiques, pour faire la cuisine, comme portiers ou comme esclaves sexuels. En outre, les incidents suivants constituent une réduction en esclavage sexuel. Premièrement, les incidents décrits par P19 de femmes et d'hommes violés par plusieurs soldats de l'UPC, certains utilisant des bâtons en bois pour les pénétrer, alors qu'ils se trouvaient détenus dans une maison à Kobu où les femmes ont été forcées de faire la cuisine pour les soldats. Paragraphe 574
du mémoire en clôture de l'accusation, transcription 115, pages 36 à 46 de la déposition de ce témoin. Deuxièmement, l'incident décrit par P18 de femmes capturées qui avaient été séparées des détenus hommes et qui étaient violées en réunion par des soldats de l'UPC. Certaines étaient abattues après avoir été violées. Ceci figure au paragraphe 576 du mémoire de clôture et dans les transcriptions 111, dans la transcription 111, pages 10 à 20 de la déposition de ce témoin. Troisièmement, la jeune fille Lindou de 11 ans, capturée par le commandant UPC Simba pendant les opérations de ratissage près de Kobu. Il a violé cette jeune fille et l'a gardée pendant l'offensive avant de la ramener à Bunia. This is at paragraph. Il s'agit du paragraphe 582 du mémoire en clôture, transcription 60, pages 28 et 29 de la déposition de ce témoin. Quatrièmement, les 3 femmes qui ont déclaré à P790 que les soldats de l'UPC les avaient enlevées, violées et utilisées comme esclaves. Une des femmes a été contrainte de transporter les biens des soldats et puis ensuite abandonnée à Centrale. Paragraphe 581 du mémoire de clôture, transcription T54, page 32 à 34 de la déposition de ce témoin. L'accusation fait valoir que la description factuelle obtenue en déposition pour ces incidents correspond bien aux éléments requis pour la réduction en esclavage sexuel. Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder les éléments de réduction en esclavage sexuel. Est-ce que la coercition fait partie du deuxième élément du crime d'esclavage sexuel? Vous avez sur l'écran les 2 premiers éléments de la réduction en esclavage sexuel. Je cite le deuxième élément. L'auteur a contraint ladite ou lesdite personne à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle. Fin de citation. Les versions anglaises et espagnoles des éléments de crime reflètent une absence de l'exigence de contrainte en prévoyant que l'auteur, caused en anglais, a fait en sorte qu'une telle personne ou ces personnes accomplissent un ou plusieurs actes à nature sexuelle, de nature sexuelle. Dans l'affaire Abré, devant les chambres africaines extraordinaires, la chambre de première instance a analysé le crime d'esclavage sexuel en faisant référence à la version française des éléments de crime de la CPI, où l'auteur, et je cite en français, a contraint, en français dans le texte, donc une telle personne à accomplir un acte sexuel. Les juges ont examiné ceci en français, a contraint, et ont considéré que c'était un indice de l'exercice du pouvoir de propriété visé au premier élément et non pas au deuxième élément. Les juges ont considéré l'acte sexuel comme faisant partie de tout autre indice de la réduction en esclavage, tel que la capture ou le placement en détention, pour arriver aux conclusions que la réduction en esclavage sexuel avait bien eu lieu. Je renvoie la Chambre au paragraphe 1502, 1505 et 1536 de la décision de la Chambre de première instance dans l'affaire Abré.
Nous demandons à la Chambre de procéder de la même manière pour cette affaire-ci. Pour le crime d'esclavage sexuel, l'acte sexuel accompli par le perpétrateur est un indice requis de l'exercice des pouvoirs de propriété de l'auteur. D'autres indices non exigés peuvent être par exemple le travail dans les champs, les tâches ménagères, la détention. Le deuxième élément de ces crimes met en lumière la nature sexuelle de la réduction en esclavage. L'acte sexuel n'est pas un crime supplémentaire indépendant dans le cadre du crime de réduction en esclavage. Au contraire, c'est une manifestation spécifique de ce type particulier de réduction en esclavage. Par conséquent, une fois qu'il est établi que l'acte sexuel a bien eu lieu dans le contexte d'un perpétrateur exerçant les pouvoirs de propriété sur la victime, il n'y a pas d'exigence supplémentaire ou ultérieure de se pencher sur le fait de savoir si la contrainte a eu lieu ou non s'agissant de l'acte sexuel. Cela conduirait à tirer des conclusions redondantes ou circulaires. Les auteurs avaient bien la victime sous leur contrôle total. Et ensuite, à nouveau, l'auteur a contraint la victime parce que lui ou elle exerçait un contrôle complet sur les victimes. Étant donné que les auteurs qui exercent les pouvoirs de propriété sur les victimes exercent ce contrôle total sur ces victimes, les tribunaux ne se posent pas la question de savoir si une victime a été contrainte d'effectuer chacun ou tous les actes de réduction en esclavage, tels que les tâches domestiques ou le transport de biens pillés, pour prouver qu'ils étaient bien réduits en esclavage. L'accusation fait valoir que la Chambre de première instance dans Katanga a exprimé un point de vue sur l'esclavage sexuel. Et je cite, le deuxième élément concerne la capacité de la victime à déterminer ou à décider des conditions où elle accomplit une activité sexuelle. Fin de citation. Une telle analyse est malvenue. Aucune capacité n'existe une fois qu'une personne est réduite en esclavage. En outre, une telle analyse déplace à tort l'accent des actes de l'auteur à l'état d'esprit de la victime. Ce déplacement n'est pas étayé par les éléments de ce crime. J'en arrive maintenant aux arguments déployés par la défense. Bosco Ntaganda, le chef d'état-major adjoint de l'UPC en charge des opérations, de manière improbable, a nié avoir une quelconque connaissance de cette attaque complexe. En outre, ce qui est encore plus improbable, il nie que ces troupes aient commis des crimes et affirme que les témoins de l'accusation fabriquent leurs dépositions. La défense fait valoir que le fait de dénoncer des viols avec retard jette un doute sur la crédibilité des témoins P18, P19 et P113. Néanmoins, l'expert P938 a expliqué que le retard dans la dénonciation de ce type de crime est commun. Elle a déclaré que les victimes de viols systématiquement craignent la honte, la stigmatisation, la rupture de leur relation ou l'ostracisation si elles dénoncent leurs viols. Les trois témoins ont expliqué à la Chambre en détail pour quelles raisons elles ne s'étaient pas présentées plus tôt à cause de la honte et de la crainte. P938 a tiré une conclusion également sur la base de son expérience d'expert que les conséquences psychologiques montrées par ces témoins étaient totalement cohérentes avec leur récit.
Lorsque l'on examine les soi-disant incohérences ou troubles de mémoire de ces témoins, allégations de la défense, nous demandons que la Chambre considère l'impact évident du traumatisme. Les 3 témoins ont été diagnostiqués comme souffrant de troubles de stress post-traumatique. La défense essaie de décrire certains de ces témoins de l'accusation comme ayant été orientés, influencés ou s'étant entendus entre eux, ce qui est sans aucun fondement. Rien dans la déposition des témoins, dans leur réponse au contre-interrogatoire ou dans les documents utilisés par la défense ne suggère une quelconque tentative d'influencer leur récit. C'est de la pure spéculation de la part de la défense. Je renvoie la Chambre aux écritures détaillées figurant dans le mémoire en clôture et dans la réplique au mémoire en clôture de la défense présentée par l'accusation. Nous vous invitons, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, à examiner combien chaque récit est spécifique. Les témoins ont déposé chacun de perspectives différentes. Certains sont des notables de l'IPRI, d'autres sont des cultivateurs de Kobu. Ils résidaient dans des villages différents. Lorsque l'UPC les a attaqués, ils ont été déplacés dans différents endroits par différentes routes. Ils ont assisté à des actes criminels différents commis par des soldats de l'UPC à des moments différents. Ils ont décrit dans la détresse comment ces crimes de l'UPC avaient eu un impact sur leur vie lorsque leur intégrité physique a été violée ou lorsque l'UPC a tué leurs enfants. Pour certains d'entre eux, vous avez pu voir vous-même les cicatrices physiques et psychologiques dont ils étaient encore porteurs. Vous avez pu analyser combien chaque déposition était complète, spécifique, détaillée et crédible. De plus, les dépositions de ces témoins sont corroborées par d'autres éléments de preuve. Les témoins contactés lorsque l'enquête a repris en 2013, tels que P805, P863, P868, P790, corroborés également par des témoins experts et par des éléments médicaux légaux, mais surtout leur déposition est étayée par les propres soldats de Bosco et Tanganda qui ont participé à cette attaque et qui ont corroboré totalement le fait que les soldats de l'UPC avaient commis chacun et tous les types de crimes imputés pour les lieux attaqués par chacun de ces soldats, exactement comme ces témoins l'avaient déclaré. Je vais terminer cette présentation avec ce qui est peut-être l'événement criminel le plus connu de la deuxième attaque, le massacre par les troupes de l'UPC d'hommes, surtout l'hindou, non armés, d'hommes, de femmes et d'enfants, qui a eu lieu le 26 février 2003 ou autour de cette date à Kobu. Pendant cette nuit-là, les soldats de l'UPC ont exécuté un à un quelques 50 personnes capturées, y compris 20 membres de la famille de témoins qui ont déposé devant cette cour. Les éléments de preuve présentés par l'accusation sont complets, détaillés, cohérents de manière interne et corroborés. Premièrement, l'accusation a présenté des éléments de preuve audio confirmés par 5 témoins. Il s'agit de communication radio entre l'UPC et pendant la deuxième attaque. L'enregistrement audio établit que les troupes de l'UPC ont capturé des personnes non armées pour les ramener à des lieux contrôlés par l'UPC et ont fait rapport de cela au commandant de brigade Moulenda. Un ancien soldat de l'UPC a confirmé ici devant cette cour que
Ces prisonniers ont été amenés à Kobu et ensuite exécutés. P19, 113 et P39 figuraient parmi les Lindus capturés par l'UPC dans la forêt. P963 et P17, d'anciens soldats de l'UPC, ont vu les prisonniers être ensuite escortés sur le sentier vers la bananeraie où ils allaient être assassinés. Un témoin était sur le point d'être exécuté. Elle a décrit combien elle était terrifiée, paralysée, alors que des soldats de l'UPC massacraient des hommes et des femmes devant ses yeux. Vous avez entendu un témoin privilégié militaire décrire les armes du meurtre pleines de sang qu'il a vu le matin suivant après avoir ouvertement discuté les massacres avec les soldats qui avaient perpétré le massacre. Les soldats de l'UPC ont quitté Kobu. La population est sortie de la forêt et a découvert la scène de meurtre. Vous avez entendu les témoins décrire comment ils avaient marché autour des corps ce jour-là pour retrouver leurs épouses, leurs enfants ou les personnes de leur famille massacrées. Plusieurs témoins ont décrit la scène. Je cite le témoin P790. J'ai vu les cadavres d'enfants, de femmes, les cadavres de jeunes. Certains avaient été battus à mort. Certaines des femmes avaient été éventrées. Une femme enceinte avait été éventrée et on avait retiré au couteau le fœtus de son ventre. P121 a observé que certains des organes sexuels des victimes avaient été perforés par des bâtons, d'autres avaient leurs organes sexuels coupés. P805 a déposé que pour certains des cadavres, et je cite, les armes étaient attachées et certains portaient seulement des sous-vêtements. Les têtes de ces corps avaient été écrasées par des mortiers qui se trouvaient là. Ces descriptions correspondent aux 8 photographies individuelles des cadavres à Kobu versées au dossier d'épreuve. 9 témoins ont déposé pour dire que ces photos décrivent bien la scène de massacre dans la bananeraie. J'aimerais vous montrer certaines de ces photos. Est-ce que, greffier d'audience, est-ce que vous pouvez confirmer que ces photos sont bien publiques? Your Honors can see the dead bodies. Vous voyez les cadavres empilés dans la bananeraie et la population découvrant ces cadavres. Si l'on zoome sur la photo, on voit les bras attachés et également que les personnes derrière, vous voyez que la gorge, le cou de cette personne a été tranché. Sur la deuxième photo, vous voyez une femme, le deuxième cadavre à l'arrière. Vous voyez que sa gorge a été tranchée et qu'elle a été éventrée. Une troisième photo. Vous voyez à gauche, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a une blessure sur le corps, sur le torse de l'homme, et vous voyez qu'il porte une bande rouge. Ceci confirme ce qui a été retrouvé sur les cadavres à Kobu. Il y a eu des exhumations. Vous voyez ce qui a été retrouvé lorsque ces corps ont été lavés. Et ceci est le corps du même homme avec les mêmes pantalons. Lorsque
l'on a procédé à des exhumations de certaines des tombes de Kobu. L'anthropologue médico-légal P420 a conclu qu'il qu'il y avait une différence par rapport aux enterrements coutumiers locaux, qu'il y avait des corps individuels étroits et enterrés profondément. Ils devaient être placés dans des All similarly oriented. et exhumés. Contrairement à ces coutumes que je viens de décrire, où il y avait effectivement des cadavres enterrés profondément, ces corps ont été exhumés de latrines, plusieurs corps ont été exhumés de tombes individuelles. Ces corps étaient tous orientés de la même manière. Les tombes n'étaient pas marquées et près les unes des autres, suggérant qu'ils avaient été enterrés à peu près au même moment. Les corps enterrés là montraient qu'il y avait un traumatisme provoqué par un coup appliqué avec force à la tête. Un autre expert pathologiste, P. 935, a examiné plusieurs corps enterrés à Kobu. Il a déclaré que 3 étaient morts d'un coup violent porté à la tête, que 2 autres étaient morts de traumatisme porté à la tête et un avait reçu une blessure par balle au cou. Un autre expert pathologiste, le 935, a examiné 8 squelettes enterrés à Kobu. Ces éléments de preuve correspondent aux éléments de preuve déposés par des témoins privilégiés militaires de l'UPC qui ont participé à l'attaque, et les victimes qui avaient de peu échappé à la mort et qui avaient retrouvé leur famille le matin suivant. Un soldat de l'UPC, ancien soldat de l'UPC, P963, a déclaré que les témoins à Kobu avaient été exécutés simplement, et je cite, parce qu'ils étaient des lindous. Personne n'a jamais été sanctionné pour ces crimes commis au sein de l'UPC. Lorsque on pose une question sur ces événements au sujet des massacres de civils à Kobu commis par les troupes de Salomon Mulenda, un témoin privilégié de haut rang a déclaré que Bosco Ntaganda avait répondu « Salomon était un homme, un vrai homme ». Ceci conclut ma présentation, Monsieur le Président. Merci. Le juge président, merci beaucoup, Madame Rabbani. Je souhaiterais apporter une correction au compte-rendu d'audience en anglais et je vous demanderai de bien vouloir suivre pour voir si ce que je dis est exact. À la page 64, ligne 23 de la version anglaise, vous avez dit quelques jours, vous avez parlé plutôt de l'affaire devant les chambres extraordinaires africaines. Vous avez parlé de l'affaire Habré, mais je pense que le nom n'a pas été bien épelé, car il me semble que la bonne orthographe est H-A-B-R-E. Madame Rabbani, c'est tout à fait exact, et il y a un accent aigu sur le E de Habré. Merci beaucoup. Le président, merci beaucoup, Madame Rabbani, et j'ai maintenant sur ma liste d'intervenants Madame Sim, qui va s'exprimer au nom de l'accusation. Madame Sim, vous avez la parole. Mr. President. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vais maintenant m'intéresser aux crimes d'enrôlement ou de conscription des enfants ayant moins de 15 ans,
aux crimes qui consistent à les utiliser pour qu'ils participent activement à des hostilités, ainsi qu'aux crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel de ces enfants par les soldats de l'UPC. Je vais mettre en exergue les éléments de preuve apportés par l'accusation pour chacun de ces crimes. Je commencerai par le recrutement, puis ensuite les crimes de violence sexuelle commis contre les filles dans l'UPC et finalement les différentes façons dont les enfants soldats ont été utilisés. Et pour ce faire, je vais présenter un récapitulatif des différents types d'éléments de preuve sur lesquels s'appuie l'accusation, et cela comprendra notamment des témoignages de témoins, des éléments de preuve documentaires, ainsi que des éléments de preuve présentés par vidéo qui montrent la présence d'enfants ayant moins de 15 ans parmi les rangs de l'UPC. Et je conclurai en montrant quelques exemples de ces extraits vidéo. Pour exécuter son plan, Bosco Ntaganda et ses co-auteurs avaient besoin d'une armée et d'un approvisionnement de soldats réguliers pour prendre le contrôle de l'Ituri. L'UPC recrutait ces soldats dans toute l'Ituri de façon généralisée et coordonnée. L'UPC souhaitait recruter autant de personnes que possible, quel que soit leur âge. Et d'ailleurs, 11 anciens membres de l'UPC ont témoigné et dit qu'il n'y avait aucune limite d'âge pour ce qui était du recrutement au sein de l'UPC. Même le témoin à décharge des 13 a témoigné que personne ne déterminait, n'établissait les âges de ces gens et personne ne les vérifiait. Pendant ce procès, vous avez entendu des éléments de preuve crédibles et cohérents émanant de différents témoins à charge qui parlaient de la présence manifeste d'enfants au sein de l'UPC. Très souvent, on les appelait les Kadogo, qui est un terme swahili qui signifie petit ou jeune. Vous avez entendu parler de la présence de ces enfants et plusieurs personnes vous en ont parlé, des témoins du premier cercle politique et militaire, notamment des personnes qui n'ont pas seulement vu ces enfants soldats, mais qui les ont utilisés, d'anciens enfants soldats de l'UPC et les membres de leur famille, des victimes des crimes de l'UPC, ainsi que des personnes qui se trouvaient dans la région dont le travail consistait justement à identifier et aider les enfants soldats. Ces témoins ont également indiqué comment ils ont été en mesure d'évaluer l'âge des enfants avec lesquels ils ont eu des interactions. Par exemple, plusieurs témoins ont fait référence à la taille de ces enfants, au fait que leurs uniformes, les uniformes ne leur allaient pas, ils étaient beaucoup trop grands pour eux, donc ils devaient retrousser les manches et les pantalons, et combien il leur était difficile de porter les armes. D'autres ont fait état de leurs caractéristiques faciales, de leur développement physique, de leur comportement, de leur gestuelle qui montraient qu'il s'agissait encore d'enfants. D'autres encore ont expliqué qu'ils pouvaient évaluer l'âge de ces enfants d'après ce qu'ils voyaient, compte tenu de leur expérience en tant qu'enseignants ou parents. Et il y a un document, des éléments de preuve plutôt documentaires fiables qui corroborent le témoignage de ce témoin et qui attestent qu'il y avait présence d'enfants soldats au sein de l'UPC. J'en veux pour preuve les rapports de la MONUC portant sur la période concernés, ainsi que des documents internes à l'UPC qui font référence à la présence d'enfants au sein des rangs. L'accusation s'est également appuyée sur les registres d'entrée et de sortie d'un centre de démobilisation, ainsi que les cahiers et certificats d'anciens enfants soldats qui sont passés par ce centre, versés par le truchement du témoin P31. La grande majorité de ces enfants étaient soldats au sein de l'UPC, ce qui illustre la portée et le nombre et l'importance du recrutement des enfants ayant moins de 15 ans par l'UPC. Les soldats armés de l'UPC enlevaient des enfants dans leur village alors qu'ils se rendaient à l'école ou qu'ils allaient chercher de l'eau. C'est exactement ce qui est arrivé aux anciens enfants soldats, les témoins P758, P883 et P888. Les enfants, des pressions étaient exercées sur les enfants pour qu'ils se rallient à l'UPC. Il y avait donc des campagnes de recrutement organisées au niveau des villages et les parents ainsi que les chefs de communauté étaient contraints ou persuadés à donner leurs enfants, et la crainte étant que les villages ne seraient pas défendus en cas d'attaque s'ils ne donnaient pas ces enfants. Le témoin P963 a été présent à l'un de ces rassemblements, à la suite de quoi il a vu
il a vu des jeunes Emma, notamment des enfants ayant moins de 15 ans, qui étaient enlevés au village et conduits à un camp de formation militaire de l'UPC. Vous avez également entendu le récit du témoin P898 qui a rallié les rangs de l'UPC à l'âge de 13 ans parce qu'il voulait parce qu'il voulait plutôt protéger sa communauté et venger la mort des membres de sa famille. Peu importe que des enfants ayant moins de 15 ans soient recrutés par la force ou de façon volontaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un crime. Plaider le consentement ne constitue pas une défense. Il n'y avait pas de véritable politique pour assurer que des enfants ayant moins de 15 ans n'étaient pas recrutés par l'UPC comme l'avance la défense. En fait, une lettre interne à l'UPC qui apparaît maintenant sur vos écrans, qui porte la date du 12 février 2003, qui est écrite par le secrétaire national de l'UPC et qui est adressée au commandant G5 des FPLC et envoyée en copie au président de l'UPC ainsi qu'à l'état-major qui se trouvait à Bunia, fait référence à un programme intitulé le programme DDRRR, ce qui signifie démobilisation, désarmement, rééducation, réinstallation et réintégration. Et je cite en français, en faveur des enfants soldats, dont l'âge était compris entre 10 et 15-16 ans. Vous remarquerez également dans ce document que la participation au programme était volontaire, n'était pas obligatoire. Donc, il était destiné aux enfants dont l'âge était compris entre 10 et 15 ou 16 ans qui acceptaient de retourner à la vie civile. Alors cette tentative de démobilisation des enfants au sein de l'UPC ne s'est jamais concrétisée. Bosco Taganda a témoigné qu'il ne connaissait pas ce document et qu'il ne l'avait pas reçu. Toutefois, ce document nous fournit des éléments de preuve tout à fait clairs qui indiquent que des enfants ayant moins de 15 ans faisaient bel et bien partie de l'UPC et que les officiers au gradé étaient parfaitement informés. Les éléments de preuve démontrent que après leur recrutement, les enfants étaient très souvent envoyés ou emmenés dans des camps de formation en Ituri. Vous avez entendu des anciens enfants soldats qui vous ont expliqué qu'ils avaient été conduits très loin de leur famille, qu'ils se trouvaient très loin de leur famille, de leurs amis, de leur village. Vous avez également entendu des parents nous dire qu'ils avaient perdu leurs enfants, qu'ils n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où se trouvaient leurs enfants, qu'ils ne savaient pas s'ils étaient sains et saufs, s'ils étaient blessés ou s'ils allaient jamais les revoir un jour. Les conditions de vie dans les camps de formation de l'UPC étaient particulièrement difficiles et brutales. Et l'enfant recruté souffrait énormément. Plusieurs témoins ont fourni des détails poignants et déchirants au sujet du quotidien dans les camps de formation. Par exemple, les témoins P898, P883 et P888 ont tous témoigné du fait qu'ils n'avaient qu'un repas par jour. Donc, on leur mettait directement dans leurs mains ou dans leur chemise de la nourriture très très chaude. Si la nourriture était trop brûlante et qu'ils la laissaient tomber, ils ne mangeaient pas le reste de la journée. Le témoin P907, un témoin militaire de privilégié, a témoigné comment les recrues au camp de Mandro recevaient de la nourriture auquel il avait été mélangé des cendres, des haricots pourris et du maïs qui était absolument contaminé par des insectes. Pour reprendre ces mots, de la nourriture que personne ne pouvait manger. Il a également témoigné du fait que leurs vêtements étaient pleins de poux. Les témoins P10, P769 et P907 ont décrit comment les enfants devaient se livrer à des exercices physiques extrêmement exigeants et qu'ils étaient très gravement punis s'ils n'étaient pas en mesure de suivre le rythme des adultes. Les enfants ne pouvaient pas quitter l'UPC car ils avaient peur d'être considérés comme des déserteurs, d'être roués de coups, d'être abattus. Le témoin P898 a témoigné que sur les ordres de Bosco Taganda, les soldats de l'UPC fouillaient les écoles pour essayer de trouver des déserteurs et que toute personne trouvée était rouée de coups et ramenée au camp. C'était donc un environnement hostile, violent,
où les enfants étaient endoctrinés par le truchement de discours et chansons agressives. On leur apprenait comment utiliser une arme et comment tuer l'ennemi, à savoir les landous. Bosco Ntaganda a témoigné qu'il n'y avait pas de chansons méprisantes ou péjoratives contre différents groupes ethniques au sein de l'UPC. Et il a nié qu'il existait des chansons méprisantes et humiliantes contre les femmes qui étaient chantées lorsque il se chargeait de la formation militaire. Toutefois, les témoins à charge se sont souvenus des paroles de ces chansons et ils vous les ont chantées, ces chansons, dans le prétoire. Une de ces chansons est comme suit: je pleure, je pleure. Donnez-moi une fille. Donnez-moi une fille, l'hindou, pour que je puisse la niquer toute la nuit, et ensuite elle se plaindra parce qu'elle aura mal au dos parce que je l'aurai niquée. Une autre chanson qui était comme suit: Micheline, donne-moi un couteau et une cuvette pour que je puisse égorger un l'hindou. Madame, Messieurs les juges, ces chansons, ce sont des témoins qui s'en sont souvenus de façon indépendante. Il s'agit de paroles, de chansons dont les paroles sont extrêmement violentes, humiliantes et méprisantes à l'égard des hommes et des femmes plutôt et du groupe ethnique l'hindou, des chansons qui galvaniser en quelque sorte un comportement criminel. Ce ne sont pas des chansons qui ont été apprises par d'anciens soldats de l'APC, ce sont des chansons qui ont été enseignées aux soldats de l'UPC, qui ont été chantées par les soldats de l'UPC qui étaient entraînés pour combattre sous le commandement de Bosco Ntaganda. Plusieurs témoins à charge ont témoigné de façon tout à fait crédible que les enfants en fait étaient extrêmement prisés. On les considérait comme des êtres obéissants, qui n'avaient peur de rien et qui étaient extrêmement crédules et naïfs et faciles à exploiter. Vous avez également entendu qu'au sein de l'UPC, les filles faisaient l'objet d'exploitation sexuelle. Parfois, on les appelait des PMF, qui signifie personnel militaire féminin. Les soldats de l'UPC et les commandants ont utilisé cet environnement extrêmement coercitif des camps militaires à leur avantage. Ils étaient armés et ils exerçaient un pouvoir physique et une autorité sur ces filles. Donc le viol était généralisé et systématique. Le témoin P10 faisait référence au fait que le viol des filles était une habitude pour les commandants. Il a témoigné que, et je suis, lorsque nous allions nous coucher, qu'il y avait quelques filles qui y manquaient, nous savions toutes pertinemment trop bien que le commandant les avait prises. Le témoin P758 a témoigné et a dit que nous étions toutes violées. Vous avez entendu les récits précis des témoins P758 et P883, qui sont toutes les deux d'anciens enfants soldats et qui ont été à plusieurs reprises et de façon extrêmement violente violées par les soldats de l'UPC, les commandants, pendant tout le temps où elles ont été au sein de l'UPC. Elles ont également parlé de la violation sexuelle d'autres jeunes filles qui se trouvaient avec elles dans les camps militaires, comme l'a fait le témoin P10. Le témoin P758 a été choisi par un commandant pour être son escorte. Ce commandant ne choisissait que des filles. Elles vivaient toutes avec lui et elles étaient régulièrement violées par ce commandant. Elle a été également violée par d'autres commandants et d'autres soldats. Le témoin P883 a témoigné qu'elle n'était même pas en mesure de compter le nombre de viols qu'elle a subis. Et je cite, « Voyez-vous, peu importe que vous soyez assise ou que vous dormiez, toute personne qui voulait le faire pouvait vous violer. » Fin de la citation. Elle a dit comment à un moment donné, un commandant a dit « Personne d'autre ne peut la toucher parce que, et je cite, « il voulait être le seul à me violer. » Fin de la citation. Plusieurs témoins de l'UPC ont témoigné d'eux-mêmes au sujet de la violence sexuelle contre les filles au sein de l'UPC, violence sexuelle qu'ils ont vue ou au sujet de laquelle ils étaient informés. Il était donc tout à fait reconnu que ces filles n'avaient aucun choix, n'avaient pas le choix. Le témoin P10 a témoigné que personne n'avait des relations avec leur commandant parce qu'elle le voulait. C'était un ordre donné par le commandant. Un ordre, c'est un ordre. Après tout, vous étiez obligé d'obtempérer et d'exécuter cet ordre. Fin de la citation. Les filles qui se trouvaient au sein de l'UPC étaient extrêmement vulnérables. Les soldats et commandants de l'UPC pouvaient
utilisées sexuellement suivant à leur gré, en les privant de leur liberté et en exerçant un pouvoir, et ce pouvoir qui leur faisait penser qu'elles leur appartenaient. Il y avait des filles qui étaient considérées comme ce qu'ils appelaient des femmes. Elles étaient contraintes de vivre avec les commandants, elles devaient faire les tâches ménagères et avoir leurs enfants. D'autres étaient traitées comme la goudouria, la marmite commune dont vous avez entendu parler un peu plus tôt de la part d'un représentant de l'accusation, ce qui signifie qu'elles étaient obligées d'avoir des relations sexuelles avec n'importe quel soldat qui l'exigeait. Ces viols ont causé des blessures physiques telles que des fistules parmi ces filles. Vous avez entendu parler de cette petite fille de 9 ans qui a été violée à plusieurs reprises dans un camp de formation de l'UPC et qui est morte de ses blessures. Les filles souffraient de maladies vénériennes. Beaucoup se sont retrouvées enceintes lorsqu'elles étaient hospitalisées ou recevaient un traitement médical. Certaines donc pouvaient bénéficier de traitement médical, mais d'autres étaient renvoyées de l'UPC parce qu'elles ne servaient plus à rien. Bosco Taganda a eu plusieurs escortes, femmes qui vivaient dans sa résidence à Bunia. Un témoin a témoigné du fait qu'elle a été violée par lui. Elle a témoigné qu'il a violé également d'autres escortes. Mais Bosco Taganda n'est pas accusé d'être un auteur direct de viol ou de réduction en esclavage sexuel. Toutefois, ces éléments de preuve sont pertinents pour que vous puissiez déterminer et établir quelles étaient les intentions de Bosco Taganda, sa connaissance des crimes, les modes de responsabilité et le contexte. Bosco Taganda nie de façon catégorique le fait que ces filles, les filles au sein de l'UPC, étaient violées ou qu'elles se retrouvaient enceintes. Mais il faut ne pas faire droit à ce refus face ou au vu des éléments de preuve, de nombreux éléments de preuve crédibles qui indiquent le contraire. La Chambre a conclu que le viol et la réduction en esclavage sexuel exercés par les membres de la même force armée constituent des crimes de guerre, une conclusion qui a été affirmée par la Chambre d'appel. Les éléments de preuve prouvent au-delà de tout doute raisonnable que les enfants au sein de l'UPC étaient violés, réduits à l'esclavage sexuel et que ces crimes ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé et ont été associés à ce conflit armé. Je vais maintenant m'intéresser à l'utilisation des enfants qui devaient participer activement aux hostilités. Comme cela est énoncé au paragraphe 651 et 652 du mémoire de clôture de l'accusation. Interrompu par le président. Le président, je m'excuse de vous interrompre, Madame Sim, mais j'aimerais vous demander de pouvoir lire un peu moins rapidement. Madame Sim, comme je vous le disais, tel qu'énoncé dans les paragraphes 651 et 652 du mémoire de clôture de l'accusation, le crime qui consiste à utiliser des enfants pour qu'ils participent activement aux hostilités englobe toute une myriade d'activités, de rôles et de tâches et inclut, mais ne se limite pas au combat direct. Et d'ailleurs, l'objectif même de cette interdiction est de protéger les enfants qui ont moins de 15 ans de courir des dangers et de souffrir suite à certaines de ces activités lorsque ces activités sont associées ou liées à un conflit armé. L'UPC a déployé des enfants ayant moins de 15 ans, tout comme n'importe quel autre soldat. Il n'y avait absolument aucune différence qui était faite sur la base de l'âge. L'accusation a présenté de nombreux éléments de preuve qui vous ont montré comment l'UPC a eu recours à des enfants, et ce, pour toute une variété d'activités et de rôles liés au combat. Vous avez entendu comment l'UPC utilisait des enfants ayant moins de 15 ans pour organiser des patrouilles armées. Il harcelait et arrêtait des civils lors de ces patrouilles. Il contrôlait les barrages routiers où les soldats extorquaient aux civils de l'argent et violaient les femmes qui essayaient de passer. Vous avez entendu comment les enfants ont été utilisés pour garder des prisonniers civils, pour avoir des missions de reconnaissance ou pour faire office d'espions, notamment à l'intérieur et autour des installations de l'ennemi parce qu'il suscitait moins de soupçons. Vous avez également entendu parler de ces filles IS, ces filles soldats à qui l'on donnait des vêtements de civils et à qui on donnait l'ordre
de séduire et d'avoir des rapports sexuels avec des soldats ennemis afin justement d'obtenir des renseignements sur le nombre de soldats et le type d'armes qu'ils avaient. Travail qui était à la fois extrêmement humiliant et dangereux. Plusieurs témoins ont expliqué comment toute une section d'enfants soldats au sein de l'UPC, qui était appelée l'unité Kadogo, faisait partie de l'état-major général. Vous avez également entendu comment des enfants ont été utilisés pour se battre lors d'opérations de combat, alors qu'ils pouvaient être soit blessés, soit tués. Et vous avez entendu dire comment ils étaient contraints de blesser et de tuer l'ennemi. Pendant sa déposition, le témoin P907 a décrit le problème des Kadogo avec qui il combattait. Lorsqu'ils essayaient justement de courir, alors qu'ils portaient des uniformes qui étaient beaucoup trop grands pour eux, et alors qu'ils portaient des armes très lourdes. Le témoin P41 a décrit des enfants qui étaient déployés pendant le combat et qui étaient quasiment de la même taille que leur Kalachnikov. Au paragraphe 660 à 662 du mémoire de clôture de l'accusation a présenté des preuves suivant lesquelles des enfants soldats ont combattu lors de batailles dans de nombreux lieux, notamment à Bunia, à Komanda, à Songolo, à Irumu, à Nyankunde, à Mabanga, à Logno, à Largou et à Boulé, ainsi que pendant la première et la deuxième attaque. Madame, Messieurs les juges, 6 témoins militaires ont témoigné et indiqué qu'ils ont combattu personnellement à côté d'enfants. Il s'agit des témoins P963, P17, P768, P10, P907 ainsi que P901. Les commandants de l'UPC ont également eu recours à des enfants pour qu'ils soient des gardes du corps. Nombreux sont les témoins qui ont indiqué avoir vu des enfants qui étaient des gardes du corps de commandants de l'UPC. En outre, 5 témoins militaires et politiques privilégiés ont témoigné avoir utilisé personnellement des enfants comme garde du corps pendant la période retenue pour les charges. Il s'agit des témoins P55, P768, P41, P907 et P911. De surcroît, 13 témoins ont témoigné qu'ils avaient vu Bosco Taganda avoir recours à des enfants en tant que garde du corps ou des enfants qui ont combattu avec lui au sein de son unité. 2 anciens enfants soldats ont témoigné avoir combattu dans l'unité de Bosco Taganda. De nombreux autres témoins de l'accusation ont témoigné qu'ils avaient été recrutés avec des enfants, qu'ils avaient vu des enfants ayant moins de 15 ans dans des camps de formation ou d'entraînement de l'UPC ou indiqué comment ils avaient eux-mêmes formé des enfants et comment ils avaient vu des enfants se battre sur les lignes de front. 5 personnes ont témoigné avoir eu moins de 15 ans lorsqu'elles ont été recrutées, formées, déployées et utilisées par l'UPC. L'accusation présente ces éléments de preuve au paragraphe 695 à 750 du mémoire de clôture de l'accusation. Ces enfants ont un vécu d'expérience traumatisante et profondément perturbante. Le témoin P758 a témoigné et je cite: « Je pensais beaucoup aux gens que j'ai tués. Je me mémorisais à nouveau toute l'époque que j'ai passée là-bas. Et à mon âge, j'ai commencé à penser à tout le mal que j'avais fait. Je me demandais quelle sorte d'animal j'étais. Je me disais que je n'étais plus un être humain. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait, que j'étais encore si jeune. À mon âge, on ne pouvait même pas envisager aux actes que j'avais commis. Donc, je me suis sentie indigne et misérable. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a été enlevée par l'UPC.
Ce sont des événements qui se sont déroulés il y a 15 ans, lorsque ces témoins étaient tous des enfants. Chacun de ces témoins a fourni des récits précis, avec moult détails et cohérents. Ils ont donné les noms des autres enfants qui avaient été recrutés et formés avec eux. Ils ont donné les noms des commandants, des camps de l'UPC, des lieux où ils avaient livré bataille. Leur récit est tout à fait cohérent et ils sont cohérents les uns avec les autres, à bien des égards. Des documents tels que des relevés scolaires, des certificats ou des actes de naissance et des cartes d'identité ont corroboré leur date de naissance et l'époque de leur recrutement. Et les photographies des cicatrices physiques ont corroboré le type de blessures dont ils parlaient. Les membres des familles des anciens enfants soldats ont également témoigné et ont corroboré l'âge de leurs enfants ou de leurs enfants au moment de leur recrutement par l'UPC. Ils ont également corroboré à quel point les lésions physiques et psychologiques subies par leurs enfants étaient épouvantables suite à leur recrutement par l'UPC. Le témoin P769 a parlé du type de problèmes psychologiques dont souffraient les enfants avec qui il a travaillé. Cela inclut notamment des insomnies, des incontinences nocturnes, différents types de phobies et de craintes. Ils étaient toujours sur le qui-vive, comme s'ils s'attendaient à tout moment qu'une balle soit tirée ou qu'une bombe atterrisse ou un obus atterrisse près d'eux. Et puis, nous avons également entendu des preuves présentées par d'anciens employés d'organisations internationales et locales qui se trouvaient dans cette zone et qui ont supervisé ou surveillé la situation en matière de droits humains et la démobilisation des enfants soldats. Non seulement ils ont observé qu'il y avait présence d'enfants au sein de l'UPC, mais ils ont interagi avec ces enfants et les ont interviewés, interrogés. Ces témoins ont fourni des éléments de preuve crédibles au sujet de ces interactions et au sujet des méthodes qu'ils ont utilisées pour préparer des rapports et des documents écrits au moment des faits et qui portaient sur ce que les enfants leur avaient relaté. Nombreux de ces documents et de ces rapports ont été présentés au juge de la Chambre. Monsieur Bosco Taganda a déclaré lors de son témoignage qu'il n'y avait pas de soldats ayant moins de 18 ans au sein de l'UPC. Et il ne faut pas faire droit, car cela est absolument invraisemblable. Si cela était bel et bien le cas, cela signifierait que tous les témoins à charge qui ont témoigné à propos du recours qui était fait aux enfants, la formation des enfants, toutes ces personnes qui ont interrogé les enfants, qui ont vu des enfants au sein de l'UPC, donc tous ces témoins à charge sont venus ici pour leurrer et tromper la Cour ou étaient complètement dans l'erreur au sujet de l'âge de ces enfants. Cela signifie également que les anciens enfants soldats qui eux-mêmes sont venus témoigner devant vous au sujet de leur recrutement dans différents lieux en Ituri, qui ont indiqué comment ils avaient été envoyés dans différents camps de formation de l'UPC, qui ont parlé de la nature de leur formation, qui ont parlé des chansons qu'ils ont chantées, du fait qu'ils avaient été choisis pour devenir des escortes de commandants et qu'ils ont combattu lors de différentes batailles, n'ont pas dit la vérité, et que leurs parents qui sont venus témoigner sont également venus vous tromper et se tromper eux-mêmes. Cela n'est ni raisonnable, ni vraisemblable, ni plausible au vu de la cohérence des éléments de preuve qu'ils ont fournis indépendamment des uns des autres. J'aimerais maintenant vous parler des preuves documentaires. Alors, outre les témoignages de témoins cohérents et crédibles au sujet du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats, l'accusation a versé au dossier de nombreux documents, notamment des documents de l'UPC, dont des documents internes à l'UPC, qui attestent de la présence d'enfants parmi les rangs de l'UPC. Alors, nous avons parmi ces documents 3 ordres de démobilisation de l'UPC, ou ce qui est censé être des ordres de démobilisation. Mais les éléments de preuve démontrent que rien n'a changé après que ces ordres ont été donnés. Les enfants ont continué à être recrutés, à être utilisés. Alors que ces ordres n'indiquent pas que l'UPC avait véritablement l'intention de démobiliser les enfants soldats, ils montrent en revanche qu'il y avait présence d'enfants soldats
soldats au sein de l'UPC et que Bosco Ntaganda et ses co-auteurs le savaient. Le premier ordre est un ordre donné par Thomas Lubanga. Il va apparaître maintenant sur vos écrans. Il porte la date du 21 octobre 2002. Il fait référence à une pratique d'enrôlement des mineurs qui s'est développée et cette pratique est officiellement donc interdite au sein de l'UPC. Le deuxième ordre, en date du 27 janvier 2003, fait référence à cet ordre précédent et réitère l'interdiction de recrutement d'enfants ayant moins de 18 ans. Vous vous souviendrez d'ailleurs que dans un rapport du 16 février 2003, rapport signé par le secrétaire de Bosco Ntaganda conformément à son instruction, il fait référence aux deux ordres de Thomas Lubanga, aux deux ordres de démobilisation des enfants soldats. Donc. Et puis le 1er juin 2003, Thomas Lubanga émet un décret de démobilisation pour toutes les personnes ayant moins de 18 ans au sein des FPLC. Tous ces témoins qui ont participé aux efforts de démobilisation en Ituri à ce moment-là ne sont pas informés d'une véritable tentative, d'une authentique tentative de démobilisation de la part de l'UPC. Le témoin P976 fait référence à des efforts publics déployés par l'UPC pour démobiliser les enfants comme étant une supercherie, une mascarade et tout simplement une réaction face à la pression internationale. Les enfants sont restés dans les rangs de l'UPC bien longtemps après que ces ordres ont été donnés. Les témoins politiques et militaires de l'UPC ont tous témoigné du fait que ces ordres n'ont jamais été distribués, n'ont même jamais fait l'objet de discussions. D'après le témoin P901, et je cite, bien, vous savez, la démobilisation des enfants ne s'est tout simplement pas produite. Fin de la citation. Lorsque ces trois ordres lui ont été montrés pendant sa déposition, Bosco Ntaganda a maintenu qu'il n'y avait aucun enfant dans l'UPC et qu'il s'agissait d'un rappel de la part du président pour que l'on ne recrute pas d'enfants. Mais c'est une qualification qui contredit les formules très simples de ces documents. Il ne s'agit pas de rappel, loin de là. Ce sont des documents qui reconnaissent qu'il existait une pratique de recrutement d'enfants parmi les rangs de l'UPC. Les éléments de preuve démontrent que pour la période consignée pour les charges, l'UPC n'a pas cessé de recruter des enfants ou n'a pas eu de démobilisation de l'armée. Alors j'aimerais maintenant terminer mon intervention en faisant référence aux éléments de preuve photographiques et des vidéos sur lesquels s'est appuyée l'accusation pour montrer qu'il y avait présence d'enfants ayant clairement moins de 15 ans au sein de l'UPC, tel que cela a été énoncé dans le mémoire de clôture de l'accusation au paragraphe 678 à 684. Tel que cela a été énoncé à la fois dans le mémoire de clôture de l'accusation et dans la réplique au mémoire de clôture de la défense, cette Chambre est parfaitement à même et compétente pour évaluer l'âge de personnes qui se trouvent sur ces photos, en prenant en considération des paramètres tels que leur taille, leur poids, leur développement physique, ainsi que leur comportement et leur mouvement, leur gestuelle. La Chambre d'appel de cette Cour a affirmé que pour évaluer l'âge d'un enfant, point n'est besoin de faire appel à une expertise extérieure ou à une autre corroboration. Ce sont des photographies qui représentent de façon graphique le témoignage de nombreux témoins qui ont vu eux-mêmes des enfants soldats dans l'UPC. Ces images corroborent le grand nombre d'autres éléments de preuve qui portent sur la présence d'enfants ayant moins de 15 ans au sein de l'UPC. J'aimerais maintenant saisir cette occasion pour vous montrer quelques extraits de certaines vidéos qui sont des preuves. Ce sont des vidéos qui ont été faites par l'UPC et vous y verrez de jeunes enfants
et ces jeunes enfants sont armés, portent l'uniforme, et vous verrez comment ils sont utilisés. Le premier extrait est un extrait d'une réunion qui a lieu à Ngongo entre l'UPC et les Lindous, le 14 janvier 2003. Et des membres, des dignitaires de l'UPC participaient à cette réunion. Donc, vous voyez plusieurs soldats qui se rapprochent d'un... Vous voyez comment plusieurs soldats s'approchent d'un camion. Il y a un témoin qui confirme que ce groupe revenait de la résidence de Thomas Lubanga suite à cette réunion. Et il y a une personne, j'aimerais vous demander de comparer sa taille à la taille de son arme et à la taille des personnes qui l'entourent, ainsi que au camion, en fait, à côté duquel il se trouve. Et je vais maintenant vous montrer cette vidéo. Alors l'enfant se trouve sur la gauche de l'écran et vous voyez maintenant qu'il traverse et qu'il va vers la droite. Donc, alors je vais maintenant vous montrer une deuxième fois ce court extrait. Your Honors, the second Monsieur le Président, alors le deuxième extrait est extrait dans une vidéo enregistrée le 23 janvier 2003, vidéo d'une réunion qui a lieu entre l'UPC et l'UPDF à Bunia. Et vous y verrez un camion noir où se trouvent plusieurs soldats armés portant l'uniforme de l'UPC qui se trouvent à l'arrière du camion. Donc nous allons dans un premier temps vous montrer la vidéo à une vitesse normale et ensuite nous montrerons un ralenti. J'aimerais vous demander de vous concentrer sur deux personnes qui portent un chapeau et qui sont à l'arrière du camion. Vous allez pouvoir les comparer aux soldats qui se trouvent à leur côté. Ils ont tous les jambes du même côté du camion et vous verrez donc qu'ils sont tous assis au même niveau, sur la même chose. Et je vais maintenant vous montrer cette vidéo. So this first is at full speed. Donc voilà, donc à la vitesse normale, comme je vous l'ai dit. The video will now play a second. Et maintenant, nous allons donc vous montrer un ralenti de cette vidéo. Et vous allez voir les deux personnes en question. These two individuals Ces deux personnes sont très petites par rapport aux adultes qui sont à côté d'eux. Manifestement, il s'agit de très jeunes enfants qui ont moins de 15 ans. Vous vous souviendrez que l'accusation avait également versé au dossier un enregistrement vidéo qui montre Bosco Taganda ainsi que d'autres membres importants de l'UPC, notamment Thomas Lubanga, Jean Tinanzabo, Aimable Rafiki, qui se rendent au camp de formation militaire de Rwampara le 12 février 2003 et qui s'adressent aux recrues qui se trouvent dans ce camp. Parmi les soldats et les recrues qui sont présents se trouvent des enfants qui manifestement ont moins de 15 ans. Cette visite a eu lieu après que Thomas Lubanga a dit avoir donné 2 ordres de démobilisation le 21 octobre 2002 et le 27 janvier 2003. Le 12 février 2003, c'est justement le jour
où le secrétaire national de l'UPC a envoyé une lettre au G5 que nous avons montré un peu plus tôt et que vous revoyez à l'écran. C'est une lettre qui a été envoyée, dont une copie a été envoyée à Thomas Lubanga et à l'état-major à Bunia. Et c'est une lettre qui porte justement sur le programme de démobilisation qui cible les jeunes ayant entre 10 et 15-16 ans. Alors le fait que des membres haut gradés de l'UPC se sont rendus en visite au camp de formation militaire de l'UPC où se trouvent manifestement des enfants ayant moins de 15 ans est une preuve que Bosco Ntaganda et ses co-auteurs étaient informés de la présence d'enfants au sein de l'UPC et qu'ils n'avaient absolument pas l'intention véritable de les démobiliser. Je vais vous montrer 3 extraits de cette vidéo de Rwampara sans le son et elle a été légèrement ralentie. Une fois de plus, j'aimerais vous demander, Madame, Messieurs les juges, de bien vouloir vous intéresser à la taille, à la gestuelle des enfants sur lequel nous avons mis le zoom, car nous avançons qu'il s'agit manifestement et clairement d'enfants. Alors, dans le premier extrait, vous allez voir Thomas Lubanga qui porte un uniforme et qui a un chapeau de camouflage à large bord, ainsi que plusieurs soldats armés de l'UPC. You will also see a very Alors, vous voyez également une toute petite recrue qui porte une chemise blanche et qui se trouve au premier rang, qui applaudit et qui chante. the next excerpt I will show Je vais maintenant vous montrer un autre extrait où vous verrez plusieurs personnes dans la foule qui sont clairement des enfants ayant moins de 15 ans. Une fois de plus, nous avons mis le zoom sur ces personnes. And finally, Your Honors, Et en dernier lieu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je vais vous montrer un extrait. En fait, c'est un arrêt sur image. Et cela vous permettra de comparer la personne en question aux personnes qui se trouvent autour de lui. and once again, the individual and Une fois de plus, nous avons donc zoomé sur la personne dont nous parlons. Your Honors, Bosco Ntaganda conceded Mesdames, Messieurs les juges, Bosco Ntaganda a accepté le fait que certaines des personnes qui figuraient sur la vidéo de Rwampara ne correspondaient pas à ces critères. Il a témoigné qu'ils avaient été renvoyés chez eux. Il a également témoigné qu'il n'était pas revenu à Rwampara après cette visite du 12 février 2003. this explanation is implausible. C'est une explication qui n'est pas vraisemblable. Madame, Messieurs les juges, toutes les personnes qui figurent sur cette vidéo sont des recrues de l'UPC, y compris ces enfants qui ont moins de 15 ans. Et Manner in which they are dressed, cela est évident, d'après leur gestuelle, d'après la façon dont on s'adresse à eux et d'après le contexte. Vous vous souviendrez que Thomas Lubanga s'adresse dans un premier temps aux recrues qui se trouvent autour de lui en disant, et je cite, « Soldats, even those même ceux qui ont des armes, même ceux qui ont des bouts de bois, même ceux qui ont les mains vides, des soldats. » he goes on Puis, to introduce himself. il se présente. I, Thomas Lubanga, Je suis Thomas Lubanga, le président de notre parti, l'UPC.
Et puis, il présente Bosco Ntaganda de la sorte. Vous avez l'habitude de rencontrer nos commandants qui aident dans le cadre de cette formation, qui construisent l'armée tous les jours. Je suis avec eux tout le temps, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup. Et parfois, mon travail signifie que je dois partir parce que j'ai des réunions tout le temps. Donc, il m'est difficile de vous rencontrer tout le temps. Le chef d'état-major, le commandant Bosco, est venu vous rencontrer. Est-ce qu'il vient ici? Est-ce qu'il vient? Bon, s'il ne vient pas, vous me le dites. Est-ce qu'il vient? Je le considérerais comme un ennemi, mais je pense qu'il ne peut pas le faire. Il a besoin de l'armée. Il est le chef de l'armée. Donc, nous sommes venus vous voir et vous encourager. Pourquoi vous encourager? Parce que ce travail que nous faisons ensemble avec vous, ce travail que vous connaissez, ce travail de faire partie de l'armée, d'être formé, de prendre les armes, c'est un travail qui est béni. Fin de la citation. Le crime d'enrôlement se produit au moment où un enfant rejoint un groupe armé ou est recruté dans un groupe armé. Et ce crime est continu jusqu'au moment où l'enfant quitte le groupe armé ou atteint l'âge de 15 ans. Qui plus est, il n'y a aucune exigence qui indique que l'enfant recruté, l'enfant soldat recruté, est ensuite formé pour utiliser des armes ou pour être utilisé lors de combats. Cet enregistrement vidéo montre des enfants dont certains ont manifestement moins de 15 ans et qui sont présents dans un camp de formation militaire de l'UPC, éloigné de la population civile, parce que là, les civils n'ont pas le droit de venir. On s'adresse à eux en tant que recrues. C'est le président de l'UPC qui s'adresse à eux en tant que recrues. Ils sont entourés de soldats armés et le message qui leur est transmis est il faut qu'ils fassent preuve de courage pendant la formation et que leur travail est béni. Il est absolument invraisemblable de suggérer que ces enfants sont tout simplement là parce qu'ils ont le droit d'être là, comme l'indique la défense. Ce sont des recrues de l'UPC. Madame, Messieurs les juges, aucun argument présenté par la défense n'a soulevé de doute raisonnable pour déterminer que tous ces individus n'avaient pas été recrutés par l'UPC. Je vais maintenant vous montrer un tout dernier extrait de la vidéo de Rwampara. Je vais la montrer deux fois, d'abord à la vitesse normale et ensuite au ralenti. Et vous allez voir que M. Bosco Ntaganda est tout à fait visible. Il porte sa tenue violette. Vous le verrez entrer dans le camion blanc. Vous verrez également Jean Tinanzabo qui salue, ainsi que Thomas Lubanga. Vous verrez également un soldat de l'UPC. Il porte un uniforme et il porte une arme. Vous avez entendu des preuves suivant lesquelles cette personne était, et je cite, un véritable Kadogo. Fin de la citation. Et l'un des gardes du corps de Bosco Ntaganda. This individual is Cette personne est parfaitement visible. On peut objectivement comparer sa taille, sa silhouette aux adultes qui se trouvent autour de lui, ainsi qu'au camion dans lequel il dépose son arme. Cet enfant est un enfant soldat de l'UPC. Il n'est tout simplement pas possible qu'un commandant militaire qui souhaite
véritablement et sincèrement assurer qu'aucun enfant de moins de 15 ans ne soit recruté puisse être ainsi à côté de ses enfants. Bosco Taganda et ses co-auteurs souhaitaient que ces enfants ayant moins de 15 ans reçoivent une formation militaire et soient envoyés au combat tout comme n'importe quel autre soldat. Madame, Messieurs les juges, lorsque vous analyserez le nombre important et la globalité des éléments de preuve détaillés fournis par l'ensemble des témoins à charge, qu'il s'agisse de témoins politiques et militaires privilégiés, d'anciens enfants soldats de l'UPC, de membres de la famille de ces enfants soldats, de personnes dont le travail consistait à identifier, à aider ces enfants soldats. Et lorsque vous prendrez en considération la cohérence de tous ces éléments de preuve, notamment les informations qui figurent dans les documents et les vidéos de l'UPC, vous verrez que cela démontre, au-delà de tout doute raisonnable, que des enfants ayant moins de 15 ans ont été recrutés et utilisés par l'UPC et par Bosco Taganda personnellement. Ceci met un terme à mon intervention. Je vous remercie. Je voudrais apporter une petite correction, petite mais importante malgré tout, à la transcription en anglais, page 79, ligne 2. Vous avez parlé d'enfants soldats, et dans la transcription nous avons actuellement, donc en anglais, le fait qu'ils étaient naive en anglais, N-A-I-V-E, donc naïf, mais j'ai bien entendu autre chose, qu'ils étaient naïfs. Naïf, c'est bien le mot que nous voudrions voir figurer dans la transcription. C'est exact. Très bien. Alors, nous allons maintenant faire la pause déjeuner, 90 minutes, ce qui veut dire que nous allons reprendre à 14h30.